Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Depuis 1997 à nos jours, toutes les élections sont contestées par les populations, tout comme les acteurs impliqués dans le processus électoral. Vous aurez dans cette édition le point de vue du parti APM Maliko à travers le président du directoire, Modibo Kadjoge. Moutara Tall, l'un des pères fondateurs du Congrès national d'initiative démocratique, Sinida Fassoyiri Waton, annonce qu'il ne va pas solliciter un nouveau mandat. Les raisons dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le Mali fait face depuis un bon moment à une multiplication de contestations des élections par les populations ainsi que les acteurs impliqués dans le processus électoral, ce qui a provoqué 2 coups d'État successifs aux 2 derniers présidents élus démocratiquement. C'est dans ce cadre que nous avons tendu le micro au président du directoire du parti APM Maliko, Modibo Kadjoge. Selon lui, cette situation est causée par le manque de confiance dans l'organisation des élections. Pour plus de détails, suivons-le au micro de nos reporters. Et toutes les crises que nous vivons au Mali, depuis la date que vous avez indiquée, et la plupart de ces crises sont liées aux contestations électorales. C'est des crises post-électorales. Et ce sont ces différentes crises qui nous ont amenés aux différents coups d'État et aux différentes remises en cause. Nous sommes dans la démocratie depuis un bon moment. Mais de mon point de vue, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance sur comment nous organisons les élections. Et nous avons déjà eu l'expérience d'une CENI qui a tout organisé. Et quand cette CENI a tout organisé, il y avait un problème sur le fichier. Il y a eu un grand débat à l'Assemblée nationale à l'époque. Le fichier n'était pas bien fait. Donc immédiatement après, naturellement, les gens ont contesté. Ça, c'était une CENI qui organise tout, comme un organe unique de gestion. Et c'était la CENI dirigée à l'époque par Maître Kassoum Tapo. Et Ibeka était Premier ministre à l'époque. Après, nous sommes allés à un système où il y a la délégation générale aux élections, il y a la commission électorale nationale indépendante et il y a l'administration territoriale. Donc trois acteurs qui organisent les élections. Ce système aussi, avec les 3 acteurs qui gèrent les élections, il y a des difficultés. Et je pense que le tout se résume à une crise de confiance. Les gens n'ont pas confiance aux résultats. C'est lié certainement à comment les élections sont organisées, comment la supervision est faite. Et il y a beaucoup d'achats de conscience dans nos élections. Et l'argent prend de plus en plus une grande place dans nos élections. Et le taux de participation est toujours plus bas, malgré le nombre assez élevé de partis politiques. Cela nous interpelle tous en tant qu'acteurs politiques. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, et au dialogue national, et aux concertations nationales, il y a eu une revendication, pratiquement, on peut l'appeler ainsi. Beaucoup ont souhaité qu'il y ait un organe unique de gestion. Un organe unique de gestion, des personnalités indépendantes qui peuvent se retrouver là, totalement différentes de l'administration. Parce que l'administration, comme vous le savez, le pouvoir qui est là, c'est ce pouvoir qui désigne les ministres. Et c'est ce ministre qui met en place son équipe. Et il y a toujours cette tentation de vouloir travailler pour son mandat, pour celui qui vous a mis là. Et c'est ce qui fait que les hommes politiques n'ont pas confiance au résultat. Donc, l'organe unique de gestion, ça allait être un organe où des personnalités indépendantes allaient être là pour gérer les élections. Et leur mandat devait transcender également les mandats
des différents candidats. C'est vrai que c'est possible que cela soit une solution. Mais cela ne suffit pas, parce qu'il faut aussi rentrer à l'intérieur du système d'organisation des élections. La place de l'argent dans les élections dans notre pays, où les voix sont de plus en plus monnayées, et ça force toutes les règles de démocratie. Les débats ne sont plus des débats sur des programmes, mais c'est au plus offrant. Et le plus offrant, et ce n'est pas la démocratie. Et ce n'est pas pour cela que nous nous sommes battus. Et de mon point de vue, nous sommes à cette étape. Et les réclamations sont faites, les gens ont émis des vœux. Il s'agit de travailler à trouver une solution à tout ça. Et c'est ce que nous avons appelé également la refondation, et au niveau des institutions et au niveau du processus électoral. Notre mot de la fin, c'est d'inviter le ministère de l'administration territoriale. Et comme je l'ai dit tantôt, et à aller très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La transition, c'est 18 mois. Et il est important qu'on puisse respecter la durée. 18 mois, il faut qu'on termine avec la transition. Et pour cela, il ne faut pas perdre beaucoup de temps dans les hésitations. Et le débat doit porter sur d'abord le programme des réformes. Quelles réformes et quand? Et quand on finit avec ces débats, un consensus autour de ces débats, nous allons maintenant parler des différentes élections. Et c'est très important parce que j'ai vu que dans leur planification, au premier semestre de 2011, ils comptent faire le référendum. Le référendum, c'est quand même un débat très profond et ça touche à des points essentiels de l'organisation de notre pays. Et planifier ça en 6 mois, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faudrait qu'on programme sérieusement les réformes et qu'on programme après les élections, les différentes élections qu'on va organiser et on fera les choix. Et troisième point, et je pense qu'il faut aussi beaucoup insister sur l'aspect sécurité quand on parle d'élection. L'autre jour, le ministre de l'administration territoriale était accompagné du ministre de la Refondation. C'est très bien. Pour moi, il est venu pour l'organe unique de gestion. Il devait être accompagné par le ministre de la Sécurité. La sécurité est essentielle dans l'organisation des élections aujourd'hui dans notre pays. On va parler du référendum, on va parler d'élections dans les communes. Les gens vont faire campagne. On va parler des législatives, on va parler des présidentielles. Les gens doivent faire campagne. Ils vont faire campagne où? Dans quelles conditions? C'est important qu'on examine cette question et c'est important que chaque fois qu'on les rencontre, que le ministre de l'administration territoriale soit avec le ministre de la Refondation et le ministre de la Sécurité. Et c'est comme ça que nous allons partir tranquillement à l'organisation des élections pour mettre fin à la transition que nous avons actuellement. C'est confirmé. Le père fondateur du Congrès national d'initiative démocratique, Sinid Faso Iriwaton, annonce qu'il ne sera pas candidat pour sa propre succession à la tête de parti. Selon lui, cette décision a été prise dans le but d'ouvrir au parti des idées neuves à la jeunesse et aux femmes. Ces explications ont été données au cours d'une interview qu'il a accordée à nos reporters. Vous savez, c'est une décision bien évidemment difficile. Parce que ce parti m'a tout donné et je lui ai donné ce qu'il y a de plus important pour quelqu'un, toute ma jeunesse, j'allais dire toute ma vie d'adulte. Vous savez, depuis 30 ans, le monde a évolué, le monde a bougé. Avec le nombre de congressistes ici présents, nous respectons toutes les règles légales. Il y a eu les délégations. Mais avec ce nombre, nous n'avons pas la légitimité pour prendre des décisions fortes. En tout cas, certaines décisions. C'est pour cette raison que nous avons mis au 30 mai 2021, en fin mai 2021, qui va correspondre avec les 30 années du parti, un certain nombre de décisions, parmi lesquelles le renouvellement intégral de la direction du parti. J'ai fait une annonce, j'ai fait un souhait, j'ai fait ce qui me tient
aujourd'hui à cœur parce que si on veut ouvrir aujourd'hui le parti aux idées neuves, à la jeunesse, aux femmes, nous devons aussi accepter qu'à la direction du parti, il y a ce sang neuf. Mais je vais être très clair. Je demande au bon Dieu, je souhaite ne jamais être un ancien militant, ne jamais être en dehors des combats pour la démocratie, pour le développement et pour le bien-être de notre peuple, mais de façon plus précise pour ne pas tricher. J'apporterai ma part demain plus qu'aujourd'hui au CNID, dont je resterai un militant jusqu'à la fin de mes jours. Mais surtout, vous me donnez l'occasion de lancer un appel. Que nul ne baisse les bras, parce que Muntaga Tall a dit qu'il ne va pas solliciter un nouveau mandat. Je m'en expliquerai section par section pour que nous puissions redoubler d'efforts, serrer davantage la ceinture pour que le CNID, comme je l'ai demandé, cesse d'être un parti convié au gouvernement et qu'il soit un parti au pouvoir. Ce ne sont plus des menaces, c'est une réalité. Nous pensions qu'on voulait effrayer la presse et la sortir du chemin qui doit être le sien. Mais nous observons des choses aujourd'hui qui ne sont pas acceptables. Nous les avons dénoncées, nous les avons combattues avant-hier pour que cela soit réalité au Mali. Je sais ce que cela nous a coûté. Hier, quand il y a eu des atteintes qui ont commencé depuis 1993-1994, nous avons toujours été là pour dire non. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas être en dehors de ce combat pour dire que la presse est un élément essentiel de la démocratie. Cela ne confère pas une immunité, cela ne confère pas, j'allais dire, une irresponsabilité, mais il faudrait que les règles soient respectées. On ne peut pas s'amuser à vouloir museler la presse, à terroriser la presse et à effrayer la presse. Vous savez, nous sommes dans les principes. Et dans les principes, si vous arrêtez quelqu'un, on le fait suivant la base des règles très claires. Si vous gardez quelqu'un, on le fait sur la base de règles très claires. Tout cela passe devant le juge. Donc vous venez de parler de juridictisation. Mais il ne s'agit pas que de la liberté de presse, il s'agit de l'état de droit, c'est-à-dire la soumission des autorités au droit. Aujourd'hui, on a parlé de la liberté de la presse, on parle du respect du droit de grève, on parle du respect de la loi électorale. Il faudrait que force reste à la loi, et c'est là l'état de droit. Amener les gouvernants à se soumettre en premier à la loi. C'est cela la démocratie et la République que tout le monde évoque et invoque. Le congrès de mai décidera de ces questions. Mais nos ambitions sont claires et affichées. Nous avons été à un doigt du pouvoir dans ce pays. Chacun sait ce qui s'est passé pour nous en éloigner. Nous ne sommes pas dans des effets d'annonce. Nous avons, et le Congrès le validera, une approche, nous avons un programme, nous avons des militants, nous avons des cadres, nous avons des idées, nous savons ce qu'il faut faire pour relever ces pays et les mener au firmament. Nous allons tout faire pour y arriver par la grâce de Dieu et par l'engagement de nos militants. Les voies du Seigneur sont insondables et la destinée est fatale. Cela fait exactement 5 jours que l'honorable Soumaïla Cissé, président du parti IRD, nous a quittés à jamais. Selon Modibo Sidibé de la commission d'organisation du parti URD, Soumaïla Cissé a porté le Mali dans son cœur jusqu'à son dernier instant sur terre. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Madina Traoré et Djakaridja Dameli. Même par la douleur que nous ressentons, qui est le problème
je me pose la question, que deviendra le Mali? Déjà que ça ne va pas du tout dans mon pays. J'avais la conviction profonde que la solution pour sortir mon pays de ce bourbier où il se trouve, avec tout ce qui se passe chez moi, la lueur d'espoir que nous avions à l'horizon, ou en tout cas la lueur que nous pouvions avoir à l'horizon, il était celui qui était le plus lumineux parmi eux. Aujourd'hui, je ne sais plus à quel sein me vouer. J'espère de tout cœur que nous allons avoir le courage et l'amour continu dans notre cœur pour lui et pour notre peuple, de rester unis et d'essayer de mettre en application l'amour qu'il avait pour ce pays, la conviction que ce pays a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Surtout, la conviction que nous n'avions pas droit au désespoir. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est notre adage musulman et malien. Nous remercions Dieu de nous avoir confié Soumaïla Cissé. Nous lui remercions de lui avoir dit de nous apprendre ce qu'il sait, ce qu'il voulait, comment il voulait que son peuple soit et comment il voulait qu'il y arrive. Nous avons, chacun parmi nous, reçu quelque chose de lui et tout mis ensemble, plus son programme. Nous espérons avoir la capacité et la possibilité, surtout, de mettre en application cela pour qu'enfin, ensemble dans l'union avec le reste des Maliens, qu'on puisse sortir de là où nous sommes. Sans cela, la douleur qui est en nous nous rongera jusqu'au bout. Et pour ne pas rester insensible ou se dire « Soumaïla est parti, c'est fini », nous avons l'obligation d'honorer sa mémoire en réussissant ce qu'il voulait pour ce pays-là. Ça serait une façon pour nous de lui dire merci et de dire merci au peuple malien qui l'a suivi tout au long de ces 18 années et qui enfin avait compris l'homme, son état d'esprit, son projet de société. Alors, nous invitons tous les Maliens de prier pour lui. Et nous remercions tous les Maliens. Hier et avant-hier, chaque fois que nous avons eu des épreuves, depuis que l'URD existe, jusqu'à sa capture, à sa libération, jusqu'à aujourd'hui à son décès, nous remercions tous ces Maliens et Maliennes et la diaspora et même ses amis à l'extérieur du Mali et les amis du Mali qui nous ont soutenus, qui nous ont suivis dans son chemin. Nous les remercions pour toutes leurs prières et leur accompagnement. Et nous leur demandons de continuer à nous suivre dans le projet de société qu'il avait préparé pour le Mali. C'est cela que je peux dire. Moi, j'ai perdu un père, j'ai perdu un ami, j'ai perdu un confident. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais voilà ce que je pense. Le président arrive le jeudi à 14h, s'il plaît à Dieu. À partir de ce moment, nous avons décidé que la maison de son père était le mieux indiquée pour aller faire la prière de vendredi là-bas et en même temps prier sur lui pour le ramener vers le caveau familial qui se trouve à Sogonoko. Alors, c'est cela le programme. En tout cas, à partir de 10h, nous allons commencer, s'il plaît à Dieu, jusqu'à la prière. Et après la prière, nous allons faire prier sur lui et nous allons le conduire à sa dernière demeure. C'est ce que j'invite à tous ceux qui peuvent venir, de venir, mais de prendre toutes les précautions.
en se lavant les mains, en prenant leur masque, afin de pouvoir assister. Et on fera tout pour qu'il y ait le maximum possible, la distanciation et autres. Mais voilà, et ceux qui ne peuvent pas venir et qui sont avec nous, que son âme repose en paix. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.